Nous attaquons le chapitre 10 sur les composants mémoire. Alors bien sûr, mémoire électronique, on ne parlera pas des bandes magnétiques ou d'autres structures mémoire qui sont d'ailleurs plus guère utilisées aujourd'hui. Alors on va d'abord regarder un peu la structure générale qu'on va d'abord représenter de façon linéaire. Donc une mémoire, c'est un composant électronique dans lequel on peut stocker des tables. En informatique, on appellera ça des tables. Donc il y a un bus d'adresse. Ici, on va travailler avec un exemple numérique à valeur faible, parce que pédagogiquement, ça suffit. Donc adresse bus, je pense qu'il y a 2D dans adresse bus. Donc avec 8 bits d'adresse, vous allez pouvoir adresser 2 puissance 8, 256 cases. Donc ici, on a un décodeur, 8 vers 256. Un décodeur, c'est un peu comme un démultiplexeur. Donc il s'agit en fait de démultiplexer des lignes, et à partir de 8 bits en entrée, on récupère 2 puissance 8, 256 lignes dont une et une seule sera à 1 pour un état donné des 8 bits d'adresse. Donc voilà les 256 lignes qu'on représente. OK. Ensuite, pour récupérer donc 256 lignes, mais ça le 256 c'est bien sûr limité au nombre de bits d'adresse. 2 puissance 16, ça fait 65 536. 2 puissance 20, ça fait un peu plus d'1 million, etc. Donc, après, la taille, c'est juste une question d'intégration de ce type de structure. Ensuite, on a des colonnes. Tout ça, c'est des lignes métalliques. C'est des lignes métalliques. Et en colonne, on récupérera la donnée qui est stockée dans chaque case dont l'adresse est donnée par le bus A0, A7. Donc, D7, le MSB à l'extrême gauche, et bien sûr, D0, le L Least Significant Bit à droite, comme à l'accoutumée. Et pour mémoriser quelque chose dans une structure de ce type, a priori, les lignes et les colonnes sont séparées par une couche d'isolant, a priori, mais si vous enlevez l'isolant au niveau des intersections, vous faites un contact électrique entre ligne et colonne, et c'est comme ça que vous définissez lesquelles des petites cases que je dessine ici, là, qui correspondent à un bit d'information, sont à 0 ou à 1. Alors on va juste prendre un exemple. C'est très simple, c'est une structure, disons, matricielle qu'on retrouve souvent en électronique. On va imaginer que à un instant donné, l'état des bits d'adresse est A0, A7 ici en rouge, et on va supposer que ça met cette ligne-ci en rouge à 1, tandis qu'évidemment les autres sont à 0 par définition d'un décodeur, 8 vers 256. Une ligne et une seule est à 1 en sortie, en fonction de l'état sur 8 bits des entrées, les autres étant à 0. Du coup, si vous avez la connexion métallique entre la ligne et la colonne, sur D7, D6, mais pas D5, pas D4, sur D3, pas D2, sur D1 et sur D0, eh bien, comme le 1 alimente toute cette ligne-ci, vous allez retrouver des 1 logiques sur D7, D6, D3, D1. Et c'est ça qui va être le contenu mémoire de la case dont l'adresse est donnée par A7, A0, qui sera récupéré via le data bus exprimé par D0, D7 dans cet exemple où la mémoire a une structure en octets, puisqu'on mémorise des cases qui sont en fait des octets. Alors, du point de vue juste encore électrique, parce que quand une ligne est à 1, évidemment, elle est susceptible de débiter du courant, donc du point de vue purement électrique, on limite le courant avec une résistance, et on connecte chaque colonne à une résistance et à la masse, là on n'en a représenté qu'une, pour des questions de consommation de courant. Mais ça, c'est à la limite un problème qu'on ne regarde pas ici. Alors après, avec cette structure linéaire, si je veux augmenter la taille de ma mémoire, il suffit de rajouter des bits d'adresse. Vous savez qu'à chaque fois que vous rajoutez un bit d'adresse, vous doublez la taille. Je répète, 2 puissance 16, c'est 64 kilos. En informatique ou en électronique numérique, un kilo, c'est pas 1000 comme en physique, mais c'est 1024. Donc, 64 kilos octets avec 16 bits d'adresse, 1 mégaoctet avec 20 bits d'adresse, et ainsi de suite. Il faut savoir, juste pour fixer les idées, qu'un processeur, un microprocesseur comme l'Intel i7, il a un bus d'adresse
de 36 bits. Alors je vous laisse calculer 2 puissance 36, quelle capacité ça pourra correspondre. Et vous constaterez qu'il y a largement de quoi faire avec 36 bits d'adresse. Alors maintenant, on va continuer avec un peu une taxonomie des différents composants mémoire. C'est une sorte de classification, on va dire un peu. Il en existe tellement, c'est difficile de faire une étude exhaustive, mais les quelques catégories que je vais mettre là sont quand même importantes à connaître. Donc d'abord, il y a dans la colonne de gauche tout ce qu'on appelle les ROM. Alors ROM, historiquement, c'est Read Only Memory, mémoire en lecture seule. C'est une appellation qui est obsolète. Et RAM, ça signifie historiquement Random Access Memory. C'est pareil, c'est obsolète parce que les ROM modernes sont aussi à Random Access, elles sont à accès aléatoire. Et dans les ROM modernes, vous pouvez aussi écrire. Donc je répète, hein, ces noms sont historiques. Ils signifient encore quelque chose en termes d'usage, mais il ne faut pas en demander trop au terme exact parce que avec l'évolution des technologies, il y a quand même une certaine forme de convergence entre les différents types de technologies. Alors, allons-y. On va commencer par la colonne de gauche, les ROM. Alors, historiquement, si on fait référence à la structure matricielle précédemment, la ROM était programmée, la ROM historique était programmée en usine. C'est le fondeur, donc le fabricant de circuits intégrés, qui mettait les métallisations là où le client voulait qu'il y ait des 1, qui ne mettait pas la métallisation là où le client voulait qu'il y ait des 0. Et puis après, vous pouviez lire cette mémoire qu'en lecture. Bon. Rapidement, on s'est dit que ce serait quand même bien que l'utilisateur puisse programmer sa mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a mis des fusibles entre les lignes et les colonnes, et quand la mémoire était commercialisée, les fusibles étaient intacts, et c'est l'utilisateur, le client, qui programmait ça en mémoire avec un composant, enfin avec une procédure adaptée, et qui allait griller les fusibles sélectivement là où il voulait que la mémoire contienne des zéros. Bon, c'est très bien, ça fait une ROM programmable, PROM c'est Programmable ROM, mais une fois qu'elle a été programmée, bon, ben, c'était irréversible, et si vous vouliez modifier la programmation, il fallait utiliser un composant nouveau. Ensuite, on a inventé les PROM, Erasable PROM, PROM effaçable, et c'était souvent, en fait, avec une technologie à ultraviolet, hein, comme le montre voilà, le composant ici. Donc sur le composant, il y a une fenêtre de quartz qui est transparente aux UV. Donc une fois que vos fusibles étaient l'équivalent des fusibles était grillé, si vous voulez reprogrammer la mémoire, vous insolez votre composant avec cette fenêtre de quartz aux UV pendant quelques minutes. Et en fait, en quelque sorte, ça régénérait les fusibles et vous aviez une mémoire vierge, que des 1, que vous pouviez ensuite réutiliser en programmation. Évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il fallait déplacer le composant de sa carte, il fallait le placer dans un insolateur aux UV, refaire la programmation en externe, et ensuite le replacer dans sa carte électronique. Bon, c'était la technologie des années 80 pour faire simple. Entre-temps, sont apparus les EEPROM. Alors, EEPROM, ça veut dire Electrically Erasable PROM. Ça veut dire que vous pouvez effacer et reprogrammer, mais sans déplacer le composant de sa carte d'utilisation. Parce que ça se fait avec une procédure électrique online, si vous voulez, on-chip, si on peut dire. Ouais, enfin, disons, et en particulier, la mémoire flash fonctionne sur ce principe. Alors ensuite, les RAM. Les RAM, il y a essentiellement deux sortes. Les SRAM comme RAM statique et les DRAM comme RAM dynamique. On va les regarder pas trop, hein, surtout pas les DRAM. La cellule de base d'une SRAM, en gros, c'est une bascule D, comme on a vu dans les chapitres précédents. Donc, ça veut dire que, a priori, une SRAM, quand vous coupez de l'alimentation, eh bien, vous perdez tout ce qu'il y a en mémoire. C'est une mémoire qui est a priori volatile, sauf s'il y a une petite pile qui l'alimente en permanence. Mais par contre, tant qu'elle est alimentée, elle conserve son information. La DRAM, la cellule de base, c'est un condensateur. Et en fait, le condensateur, on peut l'intégrer de façon très 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 petite, si bien que les DRAM sont des mémoires RAM qui ont une très 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 forte densité d'intégration.
et c'est ce qu'on utilise notamment comme mémoire RAM dans les ordinateurs. En revanche, il y a un inconvénient majeur. Ces condensateurs, quand ils sont chargés, comme vous le savez, un condensateur a toujours une petite résistance de fuite, et ça veut dire que régulièrement, il faut rafraîchir les DRAM, parce que si vous laissez passer trop de temps, la charge du condensateur se perd, le condensateur se décharge à travers sa résistance de fuite, et donc, dans les ordinateurs, il y a des circuits de gestion des DRAM qui permettent à la DRAM de régulièrement se réécrire sur elle-même pour recharger les condensateurs et éviter ce phénomène de perte de charge et donc d'effacement de la mémoire au bout de quelques millisecondes. Bien, alors on verra dans une autre vidéo quelques références de composants à la fois ROM et RAM. Pour le numéricien, la DRAM, bien sûr, c'est la RAM des PC. Le PC, c'est un objet finalement un peu particulier pour le numéricien. Dans les petits automatismes à microcontrôleurs, on utilise plutôt des SRAM. Quand on n'a pas besoin de quantités gigantesques de RAM, de plusieurs gigaoctets comme aujourd'hui dans les ordinateurs, quand on a besoin de quelques centaines de kilos, voire quelques mégaoctets de RAM, on travaille plutôt avec des SRAM parce qu'elles sont moins compliquées à gérer à cause du rafraîchissement. Alors, pour finir cette petite vidéo, on va regarder de façon très qualitative la technologie des EEPROM qui utilisent aujourd'hui des transistors MOS. On a déjà rencontré les transistors MOS pour la techno des portes élémentaires. Alors ici, on va juste montrer comment ça fonctionne, sans rentrer dans les détails qui peuvent être assez compliqués. Et là, je fais juste un zoom sur une cellule, vous voyez, qui croise une ligne et une colonne dans notre organisation matricielle du début de la vidéo. On avait dit qu'à priori, on mettait une métallisation pour faire le contact entre ligne et colonne. Dans les EEPROM qui fonctionnent à transistor MOS, la ligne, elle est connectée au drain d'un transistor MOS et la source est connectée à la colonne. OK ? Et donc, quand le transistor est commandé en interrupteur fermé, vous connectez la ligne à la colonne, comme c'est le principe de la mémoire qu'on a vu depuis le début de la vidéo. En revanche, si le transistor est en interrupteur ouvert, évidemment, du coup, le 1 de la ligne n'est pas connecté à la colonne qui va lire un 0. Alors, quand on écrit dans ces EEPROM, là, en fait, on va actionner le potentiel de grille. On va actionner le potentiel de grille, mais il faut que, ensuite, l'interrupteur reste dans son état souhaité par rapport à la programmation de la mémoire, c'est-à-dire passant ou bloqué, interrupteur fermé ou ouvert. C'est-à-dire que quand on écrit dans la mémoire, en fait, on vient piéger des électrons dans le canal drain-source. Bon, c'est une techno qui, de toute façon, que je ne maîtrise pas non plus. Mais l'idée, c'est que quand on programme ce composant, on commande le potentiel de grille du transistor, mais cette commande, elle est irréversible, en tout cas, tant qu'on ne refait pas une nouvelle commande sur la grille. Et c'est comme ça qu'on stocke de façon, en tout cas provisoire, et y compris hors alimentation, on stocke y compris hors alimentation un 1 ou un 0, parce que la commande sur la grille a irréversiblement déterminé l'état passant ou bloqué du transistor jusqu'à ce qu'une nouvelle écriture soit faite. Voilà, pour la techno. Alors, c'est là, du coup, vous comprenez que le transistor MOS, c'est un des composants les plus fondamentaux de notre civilisation. J'ai lu quelque part, hélas, je ne retrouve pas la référence, on estime que c'est l'objet humain qui a été créé en le plus grand nombre d'exemplaires. Il faut savoir qu'on estime qu'on aurait fabriqué aux alentours de 10 puissance 23 transistors MOS dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte de ce que ça représente. Et il faut bien aussi comprendre quelque chose qui défie un petit peu l'entendement, même si on est familier de ces objets. Dans une carte flash, donc c'est une EEPROM, la flash de votre smartphone ou de votre tablette, en fait c'est une EEPROM qui fonctionne avec des transistors MOS. Si elle a une capacité de 1 téraoctet,
Un téra, c'est 10 puissance 12, donc c'est 1000 milliards. Ça veut dire 1000 milliards d'octets, ou autrement dit, 8000 milliards de bits. Mais chaque bit est implémenté physiquement avec un transistor. Ça veut dire que sur les quelques millimètres carrés de votre carte SD, ben, vous avez 8000 milliards de transistors. Je ne sais pas si vous arrivez un tout petit peu à vous rendre compte. Comment on obtient ce quasi-miracle? Ben, d'abord, on grave, hein, c'est le dessin que je suis en train de faire là, que vous voyez encore sur l'écran, mais ça se passe maintenant à une résolution de l'ordre du nanomètre. Alors, vous, sur quelques millimètres carrés, vous imaginez un petit peu combien on peut en mettre. Et surtout, aujourd'hui, les cartes SD, en fait, elles sont implémentées sur quelques centaines de couches. C'est-à-dire qu'on exploite la troisième dimension. Typiquement, sur les technos de 2023, au moment où je vous parle, j'ai lu récemment que on arrive à exploiter jusqu'à plus de 300 couches en 3D, combiné au fait que chaque petit carré, là, il a une taille de l'ordre du nanomètre carré. C'est ça qui fait la densité d'intégration qui permet d'implémenter 8000 milliards de transistors. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ce sont des cathédrales modernes. L'homme de la rue n'en a pas forcément conscience, mais il ne faut pas oublier que c'est des centaines d'années de physique de haute technologie qui nous regardent du haut de ces cartes SD.